et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec le SAES en grève pendant 48 heures. Ses membres veulent la satisfaction de leurs revendications. Les étudiants, la mort dans l'âme, déplorent la situation. Des étudiants en génie civil de l'ESSEBAT refusent de faire l'examen du BTS après 10 mois de formation. Ils ont tenu en sit-in devant leur centre d'examen où ils ont été dispersés par des grenades lacrymogènes. Le calvaire des populations des Parcelles Assainies, unité 18, l'eau est devenue une denrée très rare dans ce quartier. Elle lance un appel aux autorités pour régler le problème. Et puis la visite officielle de 48 heures du chef de l'État à Banjul pour l'économiste Souleymane Assougagne. Les deux peuples vont en profiter, y compris le secteur privé national. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le syndicat autonome de l'enseignement du supérieur observe une grève de 48 heures. Le SAES veut la satisfaction de ses revendications qui tournent autour, entre autres, de la pension de retraite. Les étudiants, de leur côté, déplorent cette situation. Un reportage signé sur place, Cheikh Diop et Thierno Laurent Mendy. La question de la retraite des enseignants du supérieur, encore posée par le SAES, le syndicat autonome des enseignants supérieurs décrète du coup un mot d'ordre de grève de 48 heures. La dernière rencontre a été faite avec le gouvernement en plénière. Mais ensuite, il y a eu un petit cafouillage qui n'est pas, dont la responsable du SAES n'est pas engagée. Et le Premier ministre avait demandé à ce qu'on retravaille en commission au niveau des locaux du Haut Conseil du dialogue social. Ce travail a été fait. Et là, l'engagement était la semaine qui suit qu'on se retrouve en plénière pour valider ce point-là. Et depuis lors, on n'a pas eu de rencontre. Pourtant, le secrétaire général du SAES estime que la revendication relative à l'amélioration à la pension de retraite ne coûte rien à l'État du Sénégal. À l'exception de la réforme paramétrique qui porte sur les 6% applicables à tous les fonctionnaires. Ça, c'est une réforme paramétrique pour tous les fonctionnaires. Et dans les 6%, ce qui est clair, c'est que l'employeur prend 60% et l'actif, le travailleur, met 40%. Nous, on a proposé de mettre sur la table 1 heure de travail sur notre temps statutaire, ça veut dire 20% de notre salaire. Du côté des étudiants, on regrette cette situation qui risque d'impacter l'année universitaire. Toujours, ça fera un retardement par rapport à nous, aux étudiants. Parce que, bon, handicaper les études pendant 2 jours, ça doit faire quelque chose parce qu'on ne va pas terminer le programme. C'est une bonne discussion, un bon dialogue entre le gouvernement et les professeurs. Après ces 2 jours de grève, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur n'exclut pas d'autres plans d'action si le gouvernement ne réagit pas. Ce mouvement d'humeur des étudiants en génie civil de l'ESSEBAT, ils sont forcés à faire l'examen du BTS après seulement 10 mois de formation. Ces étudiants ont refusé. Ils ont tenu en sit-in devant leur centre d'examen où ils ont été dispersés par des grenades lacrymogènes. Compte rendu signé Maïmouna Ndiaye et Pape Sangone Mbaye. Ils sont inscrits à l'école supérieure d'électricité, du bâtiment et des travaux publics en mai 2017. Après 10 mois de formation, ces étudiants sont contraints de passer le BTS. Refus catégorique. L'examen du BTS, c'est une formation de 2 ans. Qui dit 2 ans dit 18 mois. 18 mois. Nous, depuis qu'on nous a orientés, depuis le mois de mai, vu les sacrifices qu'on a déjà fait, ça nous met dans de très mauvaises conditions. Puisque depuis qu'on nous a orientés, on se sacrifie, on n'a même pas pris de vacances, rien que pour avoir notre BTS. Mais on a parfaitement vu qu'on ne peut pas faire le BTS cette année-ci, raison pour laquelle on était venu ici pour défendre notre cause. Expulsés à 2 reprises de leur établissement, Ibrahim Mbaye et ses camarades disent plus jamais ça. De grâce, monsieur le ministre, nous voulons que vous payiez les établissements privés pour que nous puissions continuer correctement nos études et terminer le programme comme tel est, s'il vous plaît. Avec les menaces qu'il donne aux étudiants. On n'a pas peur de lui, que ça soit clair et net.
On n'a pas peur de lui. Il est là pour les Sénégalais. Je suis en face des médias. Il est Sénégalais comme tout le monde. Nous sommes des Sénégalais comme tout le monde. On a droit à une éducation. Les épreuves du BTS, ces étudiants en génie civil comptent les faire en 2019. Ils se disent prêts à tout. La marche des populations de Ndialakhar, Peul et Wolof à Gandon, ils disent non aux menaces d'un producteur qui réclame 40 hectares de terre qu'elles ont habité depuis des décennies dans la zone. Il est construit des mosquées, des maisons et des cimetières. Suivons ce reportage signé nos correspondants sur place, Ousseynou Diop et Habib Sek. Dans le village de Ndialakhar, situé dans la commune de Gandon, les populations étaient dans la rue pour contester la décision d'un promoteur qui leur a demandé de libérer les 40 hectares occupés depuis des décennies. Elles ont arboré des brassards rouges pour manifester avec la dernière énergie cette décision. Ces populations venues de 3 villages de la commune de Gandon ont manifesté leur colère et promettent de ne bouger d'un seul iota. Comme vous le voyez aujourd'hui, toute la population est sortie parce qu'on est très mécontent d'un problème qui s'est vécu dans le village, à savoir un certain Omar Gaye qui nous vient de Ngaï avec des faux papiers disant que c'est un titre foncier, alors que ici nous sommes nés ici, nos parents sont nés ici. Dans les 40 hectares réclamés par le promoteur, ils sont construits des cimetières, des maisons et des lieux de culte, disent-elles. Il y a des cimetières. Si vous visitez le site, il y a des cimetières. C'est les cimetières de nos aïeux, de nos grands-parents, de nos pères. C'est un village historique. Donc comment un gars peut venir pour récupérer toutes ces terres? C'est ce que nous dénonçons aujourd'hui et nous sommes très mécontents. Et nous l'attendons à pied ferme. S'il met son pied ici, il sera mort. Pour ne pas en arriver aux mains, les habitants de Ndialakhar, Peul, Wolof et Mor ont tendu la main au chef de l'État Macky Sall. Ils comptent aussi faire face à toutes les menaces. Interpellons le président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall, pour qu'il vienne en aide, en appui aux populations de Ndialakhar. Ndialakhar s'est élevé comme un seul homme pour défendre ses terres, un autre problème foncier qui risque encore de faire couler beaucoup de salive dans la région. Nous allons à Kayar à présent avec le sit-in des maraîchers qui sont sortis manifester leur colère. Ils se disent victimes de la concurrence déloyale des producteurs de pommes de terre indiens et que des tonnes de pommes de terre en ce moment pourrissent dans les champs faute de mévente. Ils interpellent ainsi le ministre de l'Agriculture et le chef de l'État sur la situation. Les détails avec Chérante Diop et Seyla Tire. Les producteurs maraîchers de Kayar sont sortis pour se faire entendre. Mbaye Ndoye, le représentant des producteurs maraîchers de la zone des Niayes et Kayar. Les producteurs horticoles de la zone des Niayes sont victimes de la concurrence déloyale et malsaine des producteurs indiens qui, en plus d'avoir accaparé les terres fertiles de Mbane et transformé les populations en une main-d'œuvre corvéable et maniable, se sont emparés du marché local qu'ils inondent avec une surproduction de plus de 6 000 tonnes. Sous le regard complice de l'État du Sénégal qui, au lieu de protéger et encourager les initiatives producteurs nationaux, préfère assister les firmes étrangères comme Sen India. Dans ces périmètres maraîchers de Kayar, des tonnes de pommes de terre sont stockées à perte de vue. Il y a une production record cette année. Cela nous amène à espérer une production de 12 500 tonnes de pommes de terre et un chiffre d'affaires de 2 500 millions de francs CFA. Si nous parvenons à vendre le kilo de pommes de terre à 200 francs CFA. L'essor de la filière pommes de terre est bloqué par la mévente. Ces maraîchers de Kayar interpellent ainsi le chef de l'État sur la situation en proposant des solutions. De demander à Sen India de retirer immédiatement et sans condition du marché le surplus de production qu'il est en train de bazarder. Comme autre obstacle majeur à la commercialisation, les maraîchers notent le manque de salles de conditionnement et de conservation des pommes de terre. Nous parlons à présent de cette mésentente entre les commerçants et la mairie de la Patte-d'Oie sur le déplacement du marché Grand Médine qui devrait être effectif dès cette semaine. Ces commerçants réclament plutôt la construction d'un grand marché moderne. Les détails dans cet élément signé Habib Faye et Younous Diatta. Un ultimatum d'une semaine pour quitter les lieux, le maire de Patte-d'Oie s'engage. Les commerçants s'entêtent. Ça, nous ne l'accepterons pas parce que nous avons l'obligation
de faire respecter la délibération du conseil municipal. Partir? Non, nous ne le pensons même pas. Nous sommes ici depuis longtemps. Nous ne faisons que travailler. Certains ont fait 10 ans dans ces lieux. Nous n'allons pas l'accepter. Ils n'ont qu'à nous construire un nouveau marché, c'est mieux. Nous ne sommes pas des voleurs. En plus, nous refusons de quémander. Donc, s'ils veulent la paix, qu'ils nous laissent tranquilles. Certaines vendeuses de poissons s'inquiètent et appellent à la clémence. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous souhaitons qu'ils nous laissent travailler ici. Là-bas, c'est étroit. Il doit nous aider et c'est ce que nous lui demandons. Nous n'avons pas autre lieu où aller. Le nouveau marché, un site privé, disent ces vendeurs de poissons. S'ils règlent le nouveau marché, nous nous déplaçons en paix, car nous avons déjà versé 1 100 000 francs. Ce n'est pas sûr de se déplacer vers la station, car un jour le propriétaire peut aussi nous renvoyer des lieux. C'est la même chose, non? Depuis l'annonce du déguerpissement, les acteurs du marché Grand Médine sont engagés à aller au front avec l'édile de la commune. Ce dernier annonce exécuter la décision, quelle que soit la résistance. Justement, Habib Faye, le maire Banda Diop, lui, se dit déterminé à appliquer la décision du conseil municipal. Les commerçants, en règle, dit-il, devront rejoindre dès cette semaine les nouveaux lieux. Nous l'écoutons au micro d'Habib Faye et Younous Diatta. On a commencé à implémenter la délibération du conseil municipal consistant à aménager, à réhabiliter l'espace marchand du marché aux poissons. C'est 2 mois après avoir implémenté le marché que la société Oilibia, qui était située sur l'emprise de la route, il y a 17 ans, nous a notifié que nous étions en train de construire sur son titre foncier. Alors, nous avons vraiment subi un arrêt de chantier. Sur le chantier qui a été arrêté, je pense que vous aurez dû visiter, vous avez vu qu'il y a un édifice qui était presque en cours de finalisation. Sur cet édifice-là, jusqu'à l'heure où je vous parle, ou bien jusqu'hier où j'étais avec les commerçants, avec les délégués de quartier, aucun commerçant n'avait versé aucun centime. Sensible à cette question-là et vraiment intéressé par la restructuration de Grand Médine, nous avons reçu une main levée. Nous avons décidé, n'est-ce pas, d'accompagner les commerçants à rejoindre le site. Parce que vous savez que recaser des commerçants, c'est un accompagnement social. Et j'ai dit aux commerçants qui veulent rejoindre le site de recasement, c'est tant mieux pour eux. Ceux qui ne veulent pas regagner le site de recasement, ils vont aller faire leurs activités ailleurs, le temps de nous permettre de continuer notre chantier. Sur sa tête, force restera à la loi. Nous, on a l'obligation de faire respecter la délibération du conseil municipal. À Kafountine, les populations sont sorties pour dénoncer la gestion du maire avec des brassards rouges et des pancartes véhiculant leur message. Ils ont sillonné les rues pour dire non à la gabegie. Le maire indexé de son côté compte apporter des réponses. Les détails dans cette correspondance signée Boubacar Diassi et Lamine Mangan. Marche des populations de Kafountine dans le département de Bignona. Ces marcheurs dénoncent la gestion du maire. Nous, populations de la commune de Kafountine, sommes confrontés depuis 2014, année d'installation de notre maire, François Victor Diatta, à une situation écœurante, grave et préjudiciable pour le développement de notre commune. Les montants recouvrés au titre des exercices budgétaires 2014 à 2017 sont estimés à 80 millions de francs CFA pour la redevance de la concession du quai de pêche et de 48 millions de francs provenant des fausses quittances. Le maire de Kafountine dément et promet de riposter. Nous ne sommes pas insensibles à ces accusations graves. Nous sommes en train de préparer notre réponse par rapport à l'ensemble des accusations qui m'ont été faites. Et j'estime que le moment venu, tous ceux qui auront avancé un chiffre, tous ceux qui auront avancé des trucs, apporteront des preuves tangibles de leurs propos. C'est clair. Et tout le reste, c'est la justice qui va trancher.
Ceci est le deuxième mouvement de demeure à Kafountine en moins de 3 mois. Retour à Dakar, je vous l'annonçais dans les titres, l'eau se fait très rare en ce moment aux parcelles d'Asseni à Unité 18 et les populations vivent en véritable calvaire. Elles lancent un appel aux autorités pour rétablir cette situation. Nos reporters Pafarani et Younous Diatta sont allés faire le constat sur place. 17h30 aux parcelles Asseni, cette dame vient de prendre le déjeuner. Celle-là n'a pas encore terminé le repas du midi. La cause, un point d'eau dans les robinets. J'utilise l'eau des pompes. C'est d'ailleurs un jeune homme qui m'a aidé pour avoir de l'eau pour le repas. C'est très difficile, c'est en ce moment que je prépare le repas. Il est 17h. J'ai fait le tour pour avoir de l'eau. Pour avoir ce liquide précieux, il faut veiller toute la nuit. Une situation difficile pour toutes ces familles. 3h du matin, 6h moins, le robinet est coupé. Ça, c'est tellement difficile, vraiment. Ça nous fatigue vraiment. Pour préparer la cuisine, faire la lessive, laver les enfants, laver les toilettes. Si tu n'as pas l'eau, tu ne peux pas faire ça. Sans l'eau, on ne peut pas être propre. Sans l'eau, on ne va pas avoir la santé en plus. Notre seul problème, c'est l'eau. Vous voyez dans la cuisine, les bidons et les seaux sont vides. Nous cherchons partout le liquide précieux. Nous ne dormons pas la nuit car il faut veiller vers 4 heures du matin pour avoir de l'eau. Les élèves ont des difficultés même le matin pour se laver. Nous n'avons même pas de l'eau pour boire. L'eau étant source de vie, les parcellois vivent difficilement et lancent un SOS pour un rétablissement rapide de la distribution de l'eau dans leur localité. Tout le monde, les gouvernements, comme les 5 champs à côté des délos, affaires de l'eau, ils n'ont qu'à essayer de nous aider. Problème de l'eau là, vraiment, s'ils ont arrangé ça, vraiment, ça va nous plaire. Maintenant, la lessive, n'en parlons même pas. Il faut jeter un coup d'œil sur le balcon pour voir nos habits. Si tu n'as pas une seule goutte à boire, une pénurie d'eau sévit actuellement aux parcelles Asseni. Le constat est dans toutes les maisons, fuits, seaux ou bidons vides, campent le décor dans des cuisines et vérandas. Nous parlons politique à présent. Le professeur Ibrahima Silla, candidat indépendant déclaré pour la présidentielle de 2019, l'universitaire a effectué sa rentrée politique ce lundi à Lenen Aknyenen. C'est le nom de son mouvement. Il intentionnait le pays pour échanger avec les populations avant de décliner son programme. Il faisait face à la presse cet après-midi. Compte rendu signé Modou Diop et Ibrahima Kane. Ce que je crois fondamentalement, les Sénégalais ne sont pas les amis. Déçu de la marche du pays, le professeur Ibrahima Silla s'engage en politique. Lenen Aknyenen, c'est le nom du mouvement qu'il vient de porter sur les fonds baptismaux, avec en perspective la présidentielle de 2019. J'ai décidé de ne plus me contenter d'analyser seulement les faits et phénomènes politiques, car les idées, théories et analyses aussi belles, séduisantes et pertinentes soient-elles, ne suffisent pas si l'on veut changer et améliorer la société. Seul l'engagement politique et citoyen responsable compte. La nécessité de s'impliquer est d'autant plus forte que j'ai la profonde conviction que notre société est plongée dans une situation d'incertitude, prise dans le doute et les sentiments fatalistes de l'éternel recommencement du même et de l'infernal enracinement d'une classe politique dans l'appareil d'État défiguré et dépouillé de ses caractéristiques les plus fondamentales. Selon l'universitaire, le mal du Sénégal n'est autre que la présidence de la République. Il dénonce même une seconde colonisation sous le magistère du président Sall. Qui gagne les marchés dans ce pays? Qui détient l'aéroport? Qui détient le port? Qui détient les autoroutes? Qui détient la zone de Diamniadio? Est-ce qu'on n'est pas retourné à la colonisation? Tout ce que nos grands hommes, les Serigne Touba et autres, ont combattu dans ce temps, on est retourné. On vient de faire un grand saut en arrière de presque dizaines d'années. Et tous les Sénégalais en sont conscients. Mais comme on le dit, le proverbe togolais, quand l'argent parle, la vérité se tait. La présidentielle de février prochain, le professeur Silla compte bien y prendre part en tant que candidat indépendant. Il promet de décliner son programme en 3 phases après avoir échangé avec le peuple sénégalais sur leurs véritables préoccupations. Les Sénégalais ne sont pas des habitudes. On les a toujours opposés.
Aïda Mbodj, de son côté, fustige ce qu'il qualifie de recul démocratique au Sénégal qui se manifeste par l'emprisonnement d'opposants et l'interdiction des marches sur un autre registre. L'ex-présidente du conseil départemental a reproché à l'opposition sa politique d'exclusion et de stigmatisation. Elle s'en est ouverte à nos correspondants Babacar Diouf et Ndongo Ndiaye. C'est-à-dire on constate aujourd'hui un recul démocratique qui ne dit pas son nom. On emprisonne l'opposition, on réprime l'opposition, on fait le pouvoir est en train de faire ce qu'il veut, de ne pas donner des gages. D'abord, avec ce qui s'est passé au niveau des élections législatives, nous n'avons aucune garantie aujourd'hui pour avoir des élections libres et démocratiques. Maintenant, le reproche qu'on va faire à l'opposition, on va le faire, parce qu'il ne sert à rien que chacun crée sa chapelle pour crier son propre cri. Il faut essayer de mettre en place un cadre unitaire qui pourrait regrouper toutes les forces politiques d'abord, ensuite les autres forces pour effectivement décrire ce qui est en train de se passer au niveau du pouvoir. Ce sont des jeunes de Bambey qui voulaient terminer leur tournoi et organiser leur finale pour mesurer les performances des jeunes de Bambey. Là, je me devais de leur offrir cette opportunité, ce qui a été fait. La finale a été belle. Il y a eu le fair play, comme on leur avait demandé tout au long de la matinée au niveau des 4 équipes. À Ziguinchor, la polémique au sein de l'APR après la sortie du chef de cabinet de la ministre Aminata Angélique Manga accusant Benoît Sambou d'avoir donné de l'argent à des militants de l'UCS pour leur transhumance vers le camp présidentiel. Les lieutenants de Benoît Sambou sont montés au créneau pour dénoncer cette sortie. Dans le même temps, le maire de Niassia joue la carte de l'apaisement. C'était lors d'un point de presse compte rendu signé Boubacar Diassi et Lamine Magnan. À moins d'un an seulement de la présidentielle de 2019, ce n'est pas encore la sérénité dans les rangs de l'APR à Ziguinchor. En effet, après une sortie du chef de cabinet de la ministre Aminata Angélique Manga, taxant Benoît Sambou d'avoir donné de l'argent à des militants de l'UCS pour qu'ils rejoignent l'APR, les partisans de Benoît Sambou montent au créneau. Depuis son entrée politique à l'APR, suite à son départ de la génération du concret, Aminata Angélique Manga ne cesse de poser des actes qui ne prêtent à confusion, n'hésitant pas à s'organiser pour affaiblir le camp présidentiel. Compte tenu de l'ambition d'Aminata Angélique Manga à s'installer dans le fauteuil de maire de Ziguinchor, avec l'aide de son ancien patron de la génération du concret, Abdoulaye Baldé, nous doutons de son réel engagement pour la réélection du président Macky Sall dès le premier tour. Le maire de Niassia tente de calmer le jeu. Vraiment l'appel, c'est ça qu'on lance, vraiment, on demande aux responsables vraiment qu'on se donne la main et que les gens, chacun travaille dans son côté, chacun travaille pour que le président, au soir du 24 février, soit réélu dès le premier tour. Il faut dire que l'APR est encore dans l'opposition dans la commune de Ziguinchor. Autre aspect de l'actualité, le président de la Cour des comptes a prêté serment ce lundi. Il se fixe 4 objectifs pour réussir sa mission. Mamadou Faye promet de produire des rapports de qualité et à bonne date. Il veut aussi un recrutement cette année de nouveaux magistrats. Compte rendu signé à Pape Faraning et Tierno Laurent Mendy. Le nouveau président de la Cour des comptes jure de rendre plus crédible cette juridiction chargée de veiller à la transparence dans la gestion des entreprises. Mamadou Faye promet aussi de produire des rapports de qualité en respectant les délais. Le nombre de rapports produits par la Cour doit être augmenté. Mais aussi il faudrait qu'on améliore la qualité des rapports, sans compter la production des rapports à bonne date, parce qu'il ne sert absolument à rien d'attendre des années pour sortir des rapports qui datent de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Il va falloir que nous recrutions non seulement des magistrats, mais aussi des assistants de vérification. Alors, troisième défi, naturellement, il nous faut un siège fonctionnel. Plus le 4e défi, parce qu'il nous faut une collaboration avec les partenaires techniques, avec la presse que je connais bien. L'indépendance des magistrats à la Cour des comptes est aussi l'une de ses priorités. Concernant les acteurs de faute de gestion, il renvoie la balle aux autorités judiciaires. Ce que nous déplorons, c'est que la Cour puisse faire l'objet d'une régulation budgétaire, ce que vous appelez les ponctions budgétaires.
J'ai dit que cela pourrait affecter non seulement les performances de la Cour, mais l'indépendance de la Cour. Contrairement aux autres pays, au niveau du Sénégal, nous avons notre chambre de discipline financière qui sanctionne les fautes de gestion. Maintenant, pour ce qui relève du pénal, nous le déférons au tribunal. Devant ses parents et ses amis, ses collègues ont fait un témoignage poignant sur l'homme, surtout son expérience à servir le Sénégal. À la Cour des comptes, votre contribution au contrôle de l'exécution de la finance a été fort appréciable. Et je crois pouvoir témoigner que vous êtes investi pour maîtriser la matière et pour aider l'institution à résoudre l'État dans le contrôle de l'exécution des lois de finances. C'est à l'occasion d'une audience solennelle à la Cour suprême, Mamadou Faye a été installé. Il succède ainsi à Mamadou Adissar en présence du ministre de l'économie et des finances. Le chef de l'État du Sénégal en visite officielle de 48 heures à Banjul pour l'économiste Souleymane Astou Diagne. Ce déplacement revêt d'une importance capitale pour lui. Les deux peuples vont en profiter. Le secteur public, privé national plutôt. Souleymane Astou Diagne qui invite par ailleurs le chef de l'État à faire pareil dans nos pays voisins. Il a rencontré nos reporters Alassane Ba et Pape Sangone Baye. Macky Sall à Banjul, une visite pleine de sens. L'économiste salue le déplacement du chef de l'État en terre gambienne. Sur le plan économique, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses qui peuvent profiter aux deux nations. La relance de la construction du pont doit être au cœur des discussions, premièrement. Deuxièmement, sur le plan commercial, nous avons, nous, des entreprises aujourd'hui qui peuvent mieux s'implanter dans ce pays qui est la Gambie, en vue de renforcer la coopération en produisant des biens et des services dans ce pays, et ça va leur permettre d'accroître le chiffre d'affaires et de pouvoir faire face par rapport aux enjeux que constitue le marché national. Alors il y a également, concrètement, il y a toujours les enjeux d'enseignement supérieur. Vous savez qu'aujourd'hui, la formation, le capital humain est au cœur de toutes les préoccupations étatiques. Il y a le voisin Bissau-Guinéen qui est aujourd'hui instable. Et je crois que le fait d'avoir comme stabilité avec la Gambie va nous aider à mieux affronter notre voisin Bissau-Guinéen. Après l'étape de la Gambie, Souleymane Astou Diagne invite le président de la République à faire pareil dans les pays voisins, avec le même esprit. Après qu'on fasse l'étape de la Gambie, avec nos chefs d'entreprise, avec une coopération privée dynamique, qu'on puisse après le faire au Mali, en Guinée, Guinée-Conakry, et le faire également en Mauritanie. Il doit faire de sorte que nos capitaines d'industrie puissent l'accompagner et qu'avant des missions d'inspection et de recherche de partenariat soient déjà en branle dans ces pays. Une visite officielle de 2 jours. Macky Sall va prendre part à la première session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien, un rendez-vous qui va permettre aux deux gouvernements d'approfondir leur coopération. Et puis pour la deuxième fois de son histoire, le Sénégal qui accueille le trophée de la Coupe du Monde 8 ans après. La dernière fois, c'était en 2010. À cette occasion, le ministre des Sports, accompagné du ministre conseiller Youssou N'Dour et du deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise de football, n'ont pas manqué tous les trois d'appeler à une union autour des Lions du Sénégal. Aïssatou Paye, Diafaraba. Et si nous rêvions un peu pendant ce bref séjour du trophée, tant convoité, il est quand même permis d'y croire, comme le président directeur général du groupe Futur Média, qui appelle à une union des cœurs et des esprits pour permettre aux Lions de la Teranga de rugir. Que le Sénégal, si le Sénégal anticipe généralement, ça nous va. Donc, commençons déjà à anticiper sur la Coupe du Monde. L'équipe a son programme, nous devons avoir notre programme et animer et montrer que c'est une équipe, c'est un pays qui va à la Coupe du Monde pour la deuxième fois. Et pas de complexe, nous irons là-bas pour essayer de jouer. Le Lion se lève tôt. Dans cet appel à l'unité, cet appel à ce que nous soyons un, et à chaque fois que nous avons été un, nous avons gagné.
union sacrée derrière le ministre des Sports qui n'a pas manqué à son tour de saluer la présence du ministre conseiller. Hommes et des femmes qui marquent leur époque. Et nous sommes tous d'accord que Youssou Ndour est une fierté pour le Sénégal, une fierté pour l'Afrique. Et j'ai compris aussi le sacrifice qu'il a fait pour être là, ne pas rater le séjour du trophée de la Coupe du Monde ici au Sénégal. La fédération est debout. L'État aussi a mobilisé les moyens et que le ministère sera en permanence aux côtés de la fédération pour créer ces conditions qui permettront à l'équipe nationale de faire un très bon parcours en Russie. Mais ce qui reste aujourd'hui, c'est eux qui peuvent nous donner cela. Et quand Youssou Ndour parle, la mise en œuvre va démarrer. Quant à Karambeu, il garde de bons souvenirs du pays de la Teranga. C'est déjà pour nous un véritable succès et on va repartir demain vers la Côte d'Ivoire avec, je dirais, des souvenirs fabuleux puisque moi je suis très très heureux de revenir et de parler du Sénégal parce que j'adore le Sénégal. C'était mon premier pays africain et voilà. Merci beaucoup. Merci. Demain, elle va s'envoler sous d'autres cieux où, comme ici à Dakar, les populations vont l'accueillir en osant rêver un peu comme nous l'avons fait. Aïssatou Paye, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout en images. Excellent suite de programme en compagnie de la télé Futur Média. On se donne rendez-vous tout à l'heure dans votre magazine Sport à la Une. Au revoir.